Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je vais attendre qu'un groupe se rassemble et on va démarrer. Bonsoir, bienvenue. Merci Hanan. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà, on est une cinquantaine. On va pouvoir y aller. De toute façon, pour les retardataires, la vidéo sera disponible en live sur le compte. Alors, je suis ravi d'être parmi vous sur la page de Qaraya Faddar. Merci d'ailleurs à toute l'équipe qui m'a sollicité. Et j'ai saisi l'occasion pour partager avec vous une approche qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui a au moins le mérite d'être éprouvée. Donc ce que je vous propose, il est 21h32, je vais m'exprimer pendant 40-45 minutes, plus 40 minutes que 45, et ensuite je vous laisserai la parole s'il y a des questions pour créer de l'interaction. Alors, au cours de mes différentes rencontres avec notamment beaucoup d'étudiants qui me sollicitent pour intervenir dans les universités ou les grandes écoles, je me suis rendu compte que tous ces jeunes que je rencontre ont une aspiration à tendre vers le succès. Et cette aspiration, elle est parfois confrontée à la dure réalité et aux obstacles qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain et dans le quotidien. Et ça m'a poussé, au gré des différents échanges que j'ai pu avoir avec eux en partageant notamment mon parcours et mon expérience, ça m'a poussé à créer une espèce de formule pour essayer de rendre tout cela un peu plus accessible. Et cette formule, c'est S égale RP puissance 3. Donc c'est cette formule qui va s'agir là pendant les minutes qui vont suivre. S égale RP puissance 3. Pour atteindre le succès, que faut-il ? Il faut le S de succès, donc il faut tous ces ingrédients qui sont contenus dans le RP puissance 3. Alors la première lettre de la formule, le R, elle renvoie au rêve. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est fondamental. Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, le quotidien qu'on a connu avant confinement et Covid-19 et qu'on connaîtra encore plus pendant le post-Covid-19 ne nous permettait pas ou nous faisait peut-être oublier de l'importance et de la nécessité de rêver. Or, quand on est jeune, ou moins jeune d'ailleurs, quoi que l'on désire accomplir, ça passe dans un premier temps par le fait de se permettre de rêver. Donc le premier conseil que je vous donnerai, vous qui êtes étudiant, qui vous lancez dans un projet ou qui démarrez dans votre carrière ou dans votre cursus universitaire ou dans le secondaire même, c'est de se permettre de rêver. Parce que le rêve, il a cette force, il a cette capacité, il a cette magie et il permet de franchir tous les obstacles. Il permet de se départir de ces contraintes que sont le temps et l'espace. À travers le rêve, à travers également la force de l'imaginaire, eh bien, on peut se retrouver où l'on veut, on peut se voir où l'on veut, on peut même rencontrer qui l'on veut, que ce soit une personne vivante ou une personne décédée, à travers cette force de l'esprit. Et s'imaginer faire des choses, s'imaginer accomplir des réalisations, c'est la première étape vers le cheminement qui doit aboutir à la concrétisation de ce que vous avez à l'esprit. Et donc il faut se permettre de rêver. Parce que si on ne se permet pas de rêver, on se laisse contraindre par la réalité et on est comme pris en étau, comme pris entre le marteau et l'enclume, parce qu'on ne confronte notre esprit
qu'à des choses très terre à terre. Or, le fait de se permettre de rêver, le fait d'aller au-delà de la simple condition dans laquelle on se trouve concrètement, eh bien ça permet d'élever l'esprit et ça permet d'étendre le champ des possibles. Et c'est par cela que ça commence. Tous ceux qui ont pu réaliser des choses grandioses, tous ceux que l'on cite aujourd'hui en exemple dans le monde des new tech, dans le monde de l'industrie, dans le monde du médical, dans n'importe quel, dans le monde des arts, tous ces gens-là, ils ont tous en commun le fait d'un jour s'être permis de rêver. Et si eux se le sont permis, vous pouvez, vous devez, vous aussi, vous le permettre. Et c'est par là que ça commence. Permettez-vous de rêver. Rien ne vous est interdit. Et en plus, rêver, c'est gratuit. Rêver, ça ne demande aucune autorisation. Il n'y a pas besoin de remplir de fiches comme on le fait aujourd'hui pour sortir, pour se permettre de rêver. Il n'y a pas besoin de payer ni taxes, ni tarifs, quels qu'ils soient. Alors, cette capacité que l'on a, cette aptitude, ce pouvoir qui est en chacun d'entre nous, il faut l'éprouver, il faut l'utiliser. Et c'est comme beaucoup d'autres choses que l'on a en sa possession, beaucoup de ressources que l'on a et que l'on n'explore pas. Et il faut se permettre d'aller au-delà du simple périmètre dans lequel on évolue au quotidien. Donc, dans la formule S égale RP puissance 3, le R du rêve, c'est absolument fondamental. Mon modeste parcours en témoigne, sans prétention aucune. Moi, je suis devenu présentateur du journal télévisé, c'est parti d'un rêve de gamin. Un beau soir, devant le journal de 20h, en train de regarder Patrick Poivre d'Arvor avec mon père, paix à son âme, et je me dis, tiens, c'est quand même sympa ce qu'il fait ce gars. Ça serait bien que je puisse faire la même chose. En plus, non seulement je suis tombé amoureux de ce métier, je suis tombé amoureux de la manière dont ce journaliste présentateur animait son édition, et j'avais en plus une autre motivation derrière. C'est que mon père étant complètement fan de news et encore plus de Patrick Poivre d'Arvor, je me suis dit, bah tiens, en faisant comme lui, j'allais m'accaparer un peu de cette considération, de cette fierté paternelle. Et c'est comme ça que c'est parti. Sachant que quand je partageais ce rêve avec certaines personnes, les copains de classe, n'en parlons pas, tout le monde se met à rigoler, c'est normal, c'est légitime. Quand on a 10-12 ans et que tous les camarades rêvent de devenir footballeur ou sapeur-pompier, et que tu arrives et tu dis, moi un jour je vais présenter les infos à la télévision, tu dis, oh, mais il est tombé sur la tête le mec. Donc ça, à la rigueur, vis-à-vis des camarades de classe, c'était normal, je m'y attendais. Mais là où je m'y attendais un peu moins, c'était vis-à-vis des adultes. Et notamment d'adultes que l'on a dans son environnement, dans le premier cercle. Et c'est vrai que quand tu arrives, que tu as 10 ans ou 12 ans, moi c'est un rêve que je nourris depuis que j'ai 8 ans, et que tu dis tu vas présenter le journal télévisé et que tu es issu d'une famille tout à fait normale, quoi, modeste, classe moyenne, papa était ouvrier maçon, maman mère au foyer, elle nous a élevés. On habitait dans une petite ville d'ailleurs où on a toujours nos attaches, qui est dans le sud de la France. Et tu te dis, ah ouais, mais quand même, tu veux être présentateur du journal télévisé et l'environnement dans lequel tu évolues ne s'y prête même pas. Et c'est là où intervient le rêve. C'est là où intervient la puissance du rêve. Parce que le rêve, au-delà de rêver, c'est pas juste divaguer. Rêver, c'est d'une certaine manière se fixer un objectif, c'est s'y tenir à ce rêve. C'est se dire, voilà, je rêve, mais je veux le réaliser, ce rêve. Je veux qu'il devienne réalité. Et d'ailleurs, moi, j'y pensais tellement fort que pour moi, c'était presque acquis. D'une manière ou d'une autre, j'allais devenir présentateur du journal télévisé. Donc ça, c'est vraiment un élément fondamental. Et ce rêve-là, il faut s'y accrocher, ça doit devenir
Votre meilleur ami, ça doit devenir votre compagnon du quotidien. Quand vous vous levez le matin, vous rêvez, vous pensez à votre rêve. Quand vous vous couchez le soir, quand vous mangez, quand vous prenez les transports, quoi que vous fassiez, quand vous faites du sport, votre rêve, vous l'avez avec vous. C'est votre compagnon de tous les jours. Et ça, c'est vital. Alors certains vont me dire, ouais, mais monsieur, franchement, moi, j'ai pas de rêve particulier, je sais pas trop quoi faire, j'ai fait ces études un petit peu par défaut ou parce que les parents voulaient. Oui, peut-être. Mais c'est comme en amour. Il y a parfois des coups de foudre et puis il y a parfois des rencontres inattendues. Il faut peut-être un petit peu chercher avant de trouver. Donc posez-vous avec vous-même. Et le confinement est une occasion, je ferai un point tout à l'heure à la fin, par rapport aux opportunités qu'on peut saisir de la situation dans laquelle on vit et d'une situation que l'on sera amené à vivre beaucoup plus souvent à l'avenir. Ça, il faut s'y attendre. Là, je lisais tout à l'heure un papier dans les Échos. Facebook et Google ne vont rouvrir leurs bureaux que d'ici 2021. Donc le télétravail et travailler à la maison, c'est parti pour les 10 000 salariés de Google et les quelques milliers de Facebook. Pas 10 000, 100 000 salariés de Google et dizaines de milliers de Facebook. Ça va être encore ce contexte que l'on connaît pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Donc il faut savoir aussi tirer profit des situations dans lesquelles on est parfois contraint. Donc le rêve, si vous ne l'avez pas trouvé, cherchez-le et profitez de cette période de confinement à laquelle s'ajoute la période spirituelle du Ramadan pour vous poser avec vous-même, pour vous dire, attends, qu'est-ce que je veux faire moi finalement? À quoi bon tout ça? Pourquoi est-ce que je me suis engagé dans ces études? Pourquoi est-ce que je me suis engagé dans ce cursus? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de prendre cette voie? Parce que quelle que soit la voie que vous prenez, quel que soit le cursus que vous entreprenez, quel que soit le diplôme que vous visez, tout cela, ce n'est qu'un moyen, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. Elle est là l'erreur fondamentale quand on est étudiant, c'est de se laisser piéger et de croire que l'on fait des études pour obtenir un diplôme. C'est pas ça le but. Les études, c'est un moyen pour atteindre un objectif encore plus lointain. Et ce n'est qu'une étape intermédiaire. Si vous faites des études uniquement pour avoir votre diplôme, vous allez, à l'issue de votre cursus, vous retrouver le bec dans l'eau. Parce que vous faites quoi après? Et c'est là où on tombe dans le piège de « Ah, j'ai pas trouvé de boulot, ah, il n'y a personne pour m'embaucher, à ceci ou à cela ». Et cette situation-là, elle va être encore plus fréquente dans le contexte dans lequel on vit. L'économie aujourd'hui ne va pas repartir avant plusieurs mois. Avant plusieurs mois, si ce n'est en année. Donc, pour mettre toutes les chances de votre côté, il faut que vous sachiez où est-ce que vous voulez aller. Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif? Ça peut être un rêve, ça peut être une ambition, on le qualifie comme on veut. Moi, je parle de rêve parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus fort et de plus transcendant en termes d'énergie générée pour y arriver. Ce rêve, si vous ne l'avez pas encore pensé, je vous le disais, profitez de ce moment pour vous poser avec vous-même. Et vous prenez une petite feuille et un stylo et vous vous dites, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et vous posez. Il y a des choses qui vont vous venir à l'esprit. Les choses ne sont pas instantanées, ça ne tombe pas du ciel. Quoi que l'on entreprenne d'ailleurs. Il faut apprendre et il faut prendre le temps de réfléchir et d'analyser les choses. Et puis après, il y a cette magie qui se produit et puis ça éclot. Mais parfois, il faut un temps de maturation. Donc, vous allez lister tout ça sur votre feuille, réfléchir, écrivez ce qui vous passe par la tête. Et puis, vous prenez cette petite feuille, vous la refermez et vous laissez couler une semaine. Et vous revenez sur cette petite feuille, vous vous posez avec vous-même, concentré, tout seul, dans une atmosphère qui soit positive, et vous réouvrez cette feuille. Et là, vous allez voir que les idées vont vous paraître beaucoup plus claires.
et vous allez pouvoir définir un objectif. Vous allez pouvoir définir une ambition. Vous allez pouvoir générer un rêve d'atteindre telle ou telle posture, position, niveau, etc., etc. Quoi que ce soit, ça se respecte par soi-même parce que c'est ce que vous voulez faire. Un rêve, il se respecte par lui-même, quelle que soit la fonction, quel que soit le métier, il se respecte parce que c'est le vôtre et parce que vous allez entreprendre toutes les démarches nécessaires et fournir tous les efforts nécessaires pour y arriver. C'est en cela que ça se respecte. Voilà pour le R de la formule S égale RP puissance 3. Alors sur le P puissance 3, il y a 3 P. On va commencer par le premier qui est fondamental. Le premier P de la formule pour atteindre le succès, c'est le P de passion. Et ça, c'est essentiel et je vous assure que sur le chemin du succès et dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui et on sera amené à vivre à l'avenir, si vous n'êtes pas passionné, si vous n'avez pas cette passion, vous allez vous faire déchiqueter. Vous allez vous faire broyer par le premier venu, par le premier imprévu arrivé, par n'importe quel contexte difficile. Parce que la passion, c'est ce qui va vous permettre d'avancer. La passion, c'est votre moteur. La passion, c'est ce qui vous permet de continuer à carburer quand tout donne le sentiment de se liguer contre vous. Soyez des êtres passionnés. Soyez des êtres passionnés. Faites les choses que vous aimez, mais en même temps, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, apprenez à aimer ce que vous faites. Ça, c'est crucial. Et les choses que vous aimez, vous les ferez forcément mieux, forcément bien, forcément plus longtemps et forcément plus facilement que des choses que vous n'aimez pas. Si vous vous forcez à faire des choses pour de mauvaises raisons, à un moment, vous allez lâcher. À un moment, vous allez céder. À un moment, ça ne va plus fonctionner. Vous allez mal les faire. Donc, soyez passionnés. Faites ce que vous aimez. Ce métier qui m'est tombé dessus d'une certaine manière, qui est celui du journalisme, et en particulier de la présentation à la télévision, de manière globale, que ce soit le journal télévisé ou la présentation d'émissions, c'est un métier que j'aime plus que tout. Personne ne peut me détourner de ça. Parce que j'adore ce que je fais. Alors bien sûr, c'est compliqué parfois, comme ce qu'on vit aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a des gens qui s'acharnent à vous mettre des bâtons dans les roues. Bien sûr que c'est pas tous les jours rose. Bien sûr que parfois on se casse la gueule, on fait des erreurs, on a des doutes. Mais tout ça, on le surmonte. Et on ne peut le surmonter que parce qu'il y a comme principale motivation l'amour de ce que l'on fait. Et lorsqu'on aime ce que l'on fait, on le fait bien. Et lorsqu'on fait bien ce que l'on fait, on s'accapare et on génère le respect de l'autre. Les gens vont vous respecter parce que vous faites consciencieusement ce que vous faites. Parce que vous le faites bien. Parce que vous le faites honnêtement. Et parce que vous n'avez pas besoin qu'on soit sur votre dos ou qu'il y ait un supérieur hiérarchique qui vous contrôle ou qui vous dise « Ah, il faut faire comme ci » ou « Ah, il faut faire comme ça ». Non, il n'y a pas besoin. Et ça, bien sûr que dans le management tel qu'on le connaît ici au Maroc en particulier, parfois c'est un peu dur à comprendre. Parfois, certains supérieurs ont un peu de mal à comprendre qu'il n'y a pas besoin qu'il soit sur votre dos, que votre travail, vous allez le faire, vous allez le faire même très bien et vous allez être encore plus exigeant que lui peut l'être ou elle peut l'être vis-à-vis de vous. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'à la longue, les gens vont finir par le comprendre. Faites les choses bien, c'est ça qui va vous valoir le respect. Soyez absolument intransigeant avec vous-même.
Soyez hyper exigeant avec vous-même et avec la qualité de votre travail. C'est en étant hyper exigeant avec vous-même que vous pourrez vous permettre d'être exigeant avec les autres. Sinon, vous n'aurez aucune légitimité à l'être vis-à-vis des autres. Et ce qui vous permet d'être exigeant vis-à-vis de vous-même et de pouvoir imposer cette exigence vis-à-vis d'autres personnes, dans le cadre d'une équipe, dans le cadre d'un partenariat ou autre, c'est votre passion. Et les gens vont vous respecter pour cela. C'est la première chose. P, premier P pour passion. Le deuxième P de la formule, S égale RP puissance 3, le deuxième P, c'est celui de la persévérance. Et là aussi, tous ces éléments sont liés, que ce soit le rêve, la passion, la persévérance, on verra le troisième. La persévérance, là aussi. Je vous disais tout à l'heure que parfois, c'est dur, parfois, on trébuche, mais on lâche rien. On lâche rien. On ne lâche pas. Et on persévère. La persévérance, elle est essentielle. Ce qui va faire la différence entre deux candidats, c'est notamment la persévérance. Il y en a qui vont abandonner du premier coup et il y en a qui vont rien lâcher. Et dans votre parcours, c'est tout à fait normal. Vous allez, à un moment, tomber. Ça s'appelle l'expérience, ça s'appelle l'apprentissage. Vous allez échouer. Je ne connais pas de réussite sans échec. Mais vous allez vous relever. Et peut-être que vous allez retomber. Et vous allez vous relever. Et peut-être que vous allez perdre l'équilibre. Mais vous allez rester debout ensuite. Et cette persévérance, c'est ce qui m'a permis, par exemple, d'atteindre mon objectif, de réaliser mon rêve. Parce que vu de l'extérieur, comme ça, quand on me voit apparaître à l'écran, que ce soit dans le cadre de Continental ou de ce qu'on fait aujourd'hui pour 2M.ma, ou au début quand j'ai commencé à la présentation du journal télévisé en 2006, on se dit, le gars, il a eu de la chance, super, il est arrivé, il doit avoir un coup de piston ou ceci ou cela. Mais ce que les gens ignorent, c'est que derrière, quand j'ai commencé à présenter le journal télévisé, j'avais 25 ans. Il y avait 18 ans de rêve, entre mes 7 ans et mes 25 ans. 18 ans d'un rêve que j'ai nourri. Il y a eu énormément d'échecs. Énormément d'échecs. Et notamment quand je décide de passer les concours d'école de journalisme. Pour entrer dans une école de journalisme en France, il faut un minimum de bac+2. Et donc je décide de faire du droit, d'obtenir mon bac+2, et puis je vais tenter les concours d'école de journalisme. Et je tente les concours. Et sur les 3 écoles dans lesquelles je passe les concours, j'en obtiens aucune. Pas grave. Je continue, je fais une licence en droit. À la fin de l'année, j'obtiens ma licence haut la main. Et puis, je passe encore les concours d'école de journalisme, parce que les concours sont organisés pendant à la fin de l'année universitaire. Et pareil, 3 écoles, résultat 0. Qu'à cela ne tienne. Je fais une maîtrise en droit public à Avignon. Et puis, j'obtiens ma maîtrise, très bien, parce que le droit, finalement, c'est une matière qui me convient bien, qui me permet aussi d'acquérir du savoir, de la connaissance, de l'expertise, et d'ailleurs que j'emploie encore aujourd'hui dans l'exercice de mon métier, que ce soit quand je parle de relations internationales, ou de droit international, ou d'actualité internationale, ou quand je prends la parole en public, comme je le fais maintenant, à travers la construction de raisonnements, etc. Des choses que j'ai pu acquérir dans l'examen de tout ce que j'ai fait en droit, notamment tout ce qu'on faisait en études de cas et études d'arrêt. Peu importe. Donc j'obtiens ma maîtrise. Et puis je vais tenter les concours d'école, encore 3 écoles. Et sur les 3, aucune. Pas qu'à cela ne tienne, c'est pas grave, j'ai encore une cartouche à jouer. Je m'inscris en 5e année de droit à l'université de Montpellier, dans un institut qui recrute sur dossier, et donc je passe haut la main sans avoir à passer l'oral dans cet institut qui est l'Institut de droit européen des droits de l'homme, l'IDED, et je fais mon année et je finis major de promo.
Il se trouve que la grande chance que j'ai, c'est pas parce que j'étais bien meilleur en droit que mes petits camarades, on était une trentaine dans la promotion, tout simplement que comme je sais que je veux devenir journaliste, j'ai pas mal travaillé la prise de parole en public et l'oral, alors que j'étais quelqu'un d'hyper timide à l'origine. Et donc j'ai eu tout un cursus, tout un parcours au sein d'une association, l'association Lire pour ne pas la citer, à Pierre-Latte dans mon patelin, où on a fait beaucoup de choses qui m'ont permis de surmonter cette timidité, de la maîtriser, de la contrôler. De toute façon, quand on est timide, on reste timide toute sa vie. Mais on peut la maîtriser, cette timidité-là, pour qu'elle ne soit pas inhibitrice. Et donc j'avais une certaine aisance à l'oral, en arrivant en 5e année de droit. Et il se trouve qu'à l'Institut des droits de l'homme, européen des droits de l'homme, les 3/4 des épreuves étaient des oraux. Et donc vous imaginez bien que les camarades de classe étaient pétrifiés quand ils étaient face au prof. Et puis moi, avec les quelques petites astuces que j'avais acquises à l'oral, je donnais le sentiment de maîtriser mon cours. Bien sûr que je connaissais mon cours, mais le fait d'être à l'aise à l'oral, ça laissait une bonne impression aux professeurs. Parce qu'on n'était plus on n'était pas dans de la restitution de cours, mais on était vraiment dans de l'échange et du raisonnement. Et donc je finis major de promo. Et en finissant major de promo à l'université de Montpellier, j'ai droit en fait à une bourse d'études pour réaliser ma thèse et à un poste de chargé de travaux dirigés, donc qui est rémunéré. Et je vais voir mon directeur de mémoire, avec qui j'avais fait ma mémoire sur la dignité humaine dans la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'homme, Monsieur Léviné, et je lui dis, mais Monsieur Léviné, je suis super content, j'ai fini major de promo, mais je ne peux pas prétendre à cette bourse parce que je ne vais pas rester avec vous. Ah bon? Ouais, moi vous le savez monsieur, je vous l'ai dit, moi je veux être journaliste présentateur du JT. Et donc je vais abandonner tout ça et je vais aller tenter encore une fois pour la quatrième fois le concours d'école de journalisme. Et donc ils changent le classement, ils me mettent en 2e position à quelques dixièmes. Celle qui était en 2e position était une redoublante en fait, obtient la majoration et obtient la bourse. Et donc je m'en vais passer mes concours. Alors là, comme c'était quand même la 4e fois que je passais les concours d'école de journalisme, je me suis dit, bon, il va quand même essayer de mettre un peu plus de chance de mon côté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai limité les concours à 2 écoles, avec une école qui est reconnue par l'État et par la profession, donc qui facilite l'accès au métier de journaliste, et une autre école qui est une école privée, qui coûte relativement cher, plusieurs milliers d'euros l'année, et dont le concours est un peu plus facile. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais me sacrifier, et c'est pas grave, au moins j'aurai le diplôme d'une pseudo-école de journalisme, et après je me débrouillerai par mes propres moyens. Et finalement, je les obtiens les deux. Voilà. À la 4e tentative, j'obtiens les deux, celle qui est reconnue par l'État et celle qui était privée, et finalement je vais à l'école qui est reconnue par l'État. Tout ça pour vous dire que si j'avais abandonné à la 2e, voire à la 3e reprise, je ne serais pas en train de m'exprimer devant vous maintenant, et donc ça nous renvoie à ce 2e P de la formule S égale RP puissance 3, qui est la persévérance. Vraiment, ne lâchez rien. Ne lâchez vraiment rien. Ça, c'est fondamental. Le 3e P. Alors le 3e P, excusez, chef Chouïa. Pardon. Le 3e P, c'est celui de la projection. Alors, il est aussi important parce que c'est une notion, cette notion de projection que l'on retrouve très peu, voire pas du tout, dans les discours qu'on peut vous faire dans le cadre de votre cursus académique, mais qui est essentiel. Et ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au rêve et par rapport à la force de l'imagination. La projection, elle est essentielle parce qu'elle va vous faciliter la tâche. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité à utiliser son imagination pour se mettre en situation, dans la situation que l'on veut atteindre.
Typiquement, quand je rêvais d'être présentateur du journal télévisé et que j'étais à mon bureau de collégien ou de lycéen dans ma chambre, parfois je divaguais et je m'imaginais en train de présenter le journal télévisé. Et je l'imaginais tellement fort qu'il m'arrivait parfois de ressentir la chaleur des rayons des projecteurs en studio. Parce que quand on utilise cette force de l'imagination, eh ben, ça se répercute sur le ressenti physique. Vous faites une expérience très, très facile. Vous vous imaginez en bord de plage en train de bronzer, tout de suite vous allez ressentir la chaleur, le bruit des vagues, l'atmosphère dans laquelle vous seriez si vous étiez effectivement dans cette situation. Eh bien, c'est ce qu'il faut faire. Quand on a un objectif, il faut se mettre en situation. Il faut se voir, s'imaginer dans la posture dans laquelle on a envie d'être, dans laquelle on veut se trouver. Ça permet deux choses. Le fait de penser fort à ce que l'on veut atteindre, à ce que l'on veut réussir, on émet à travers la pensée des ondes. Et ces ondes, elles vont se propager dans l'univers à une certaine fréquence. Et elles vont en fait aller rencontrer des situations et des personnes qui vibrent à la même fréquence. Ce qui fait que quand il va y avoir cette résonance, cet écho entre la fréquence de vos pensées et la fréquence de vibration des pensées d'autres personnes ou de certaines situations, eh bien, vous allez tendre vers ces personnes-là. Et vous allez tendre vers ces situations qui vont vous permettre de gagner du temps et d'avancer vers l'objectif qui est le vôtre. Combien de fois vous avez pensé à des personnes ou à des choses et puis, soudain, cette personne ou cette situation a surgi devant vous en vous disant « Ah tiens, subhanallah al-adim, je viens d'y penser, c'est quand même extraordinaire. » Ben, c'est comme ça que ça marche. Et ça fonctionne. Et je peux vous garantir que ça fonctionne. Pour l'avoir éprouvé, je ne suis pas le seul qui le dit. Pensez positivement aux choses que vous voulez faire. Quelles qu'elles soient d'ailleurs, que ce soit des choses grandes ou des choses moins grandes. Pensez-y et pensez-y intensément et positivement. Et vous allez voir qu'elles se produiront. Vous allez voir que vous allez rencontrer des gens auxquels vous ne vous attendiez pas du tout et des situations, idem. Et en un claquement de doigts, ces personnes, de par leur attitude, de par leur comportement, de par ce qu'elles vont dire, de par ce qu'elles ne vont pas faire, vont vous permettre d'avancer, vont vous permettre de vous rapprocher de votre objectif. Ça, c'est vraiment crucial. Et ça implique d'abord d'y penser ou de penser aux choses de manière sincère. Il faut être sincère avec soi-même. Pas se dire « Ah, j'ai envie de faire telle chose » et savoir au fond de soi qu'on n'a ni l'envie, ni l'ambition, ni les moyens, ni le sérieux. Non, il faut être honnête avec soi-même. Donc, pensez aux choses de manière sincère. Et pensez aux choses de manière positive. Et vous allez voir que ça change complètement la vie. Et d'ailleurs, sur la dimension positive, je vous invite vivement, surtout dans le contexte négatif dans lequel on évolue, je vous invite vivement à adopter un schéma, des mécanismes qui ne sont qu'exclusivement positifs. Réfléchissez positif.
Exprimez-vous de manière positive. Enlevez les ne pas, enlevez les termes négatifs, enlevez les mauvaises pensées, refusez des verbes négatifs et ayez une approche intellectuelle positive. Et vous allez voir, ça c'est un exercice moi, que je fais depuis quelques années, depuis une bonne quinzaine d'années, et ça change du tout au tout. Et essayez de convertir également votre entourage à cela, pour avoir des interactions positives également. Pensez solution, ne pensez pas problème. Pensez solution, parce que si vous pensez problème, vous allez vous enfermer dans le problème, même s'il est minuscule, mais il va vous broyer. Alors que si vous pensez solution avec le recul, vous allez vous rendre compte que finalement, le problème est minuscule, est tout petit, c'est rien. Et le fait d'avoir une approche générale et de se donner la possibilité d'envisager plusieurs options, eh bien, on prend la porte de sortie qui nous convient. Et ça, c'est fondamental. Et ça rejoint l'aspect projection dont je vous parlais. Donc, je vous disais que le fait de se projeter va permettre aux pensées que vous émettez, de manière positive et sincère, d'aller rencontrer des situations et des personnes qui vont vous permettre de réaliser ou de vous rapprocher de l'objectif que vous poursuivez ou du rêve que vous poursuivez. Quand on y pense encore plus intensément et qu'on a cette envie dans les tripes, au fond de soi, eh bien les pensées que l'on émet, elles n'ont pas uniquement pour pouvoir et pour capacité d'aller vous porter vers les personnes et les choses qui vibrent à la même fréquence, mais elles ont également le pouvoir de modifier la fréquence de situations qui, normalement, ne vous étaient pas propices. Et ça, quand vous arrivez à ce niveau de maîtrise, c'est un boulevard qui s'ouvre devant vous. Bien sûr, les choses ne vont pas arriver comme ça toutes seules. Il y a tous les aspects derrière. Il y a la passion, il y a la persévérance, il y a le rêve, il y a le sérieux, il y a le travail, il y a l'envie, il y a la détermination. Il y a tout ça derrière. Mais le fait d'y saupoudrer cette approche, ça vous facilite considérablement la tâche. Et c'est pour ça que parfois, vous avez deux profils qui sont au demeurant similaires, et il y en a un qui arrive beaucoup mieux que l'autre, dans le même contexte, dans les mêmes situations, avec les mêmes atouts, les mêmes inconvénients, et vous allez en avoir un qui arrive de manière incroyablement meilleure que l'autre. Vous pouvez avoir par exemple des frères et sœurs qui ont grandi dans le même environnement familial, avec les mêmes parents, avec quasiment les mêmes cursus, les mêmes établissements, etc. Et vous avez des résultats à l'arrivée qui sont complètement différents. Il y a cet élément-là qui rentre en ligne de compte. Il y a cette approche-là intellectuelle. Il y a cette volonté d'y arriver et de réfléchir positif. Et justement, ces pensées-là qui sont émises, ces pensées qui sont émises et qui vibrent, c'est ce qui m'a permis de réaliser mon rêve. C'est notamment ce qui m'a permis de réaliser mon rêve. Je vous raconte rapidement. Il se trouve que quand j'ai eu mon master en journalisme, j'ai fait plusieurs demandes de stage et sur la trentaine ou quarantaine de candidatures, j'ai obtenu une seule réponse positive. Une seule, 2M. Donc je viens à 2M, au Maroc, à Casa, que je ne connaissais pas, et je viens pour passer mes 3 mois de stage, ou peut-être 6 si on me renouvelait cette période, et puis rentrer en France. Au moment où je suis en stage, je descends
en régie et j'assiste à la diffusion du journal télévisé. Et je dis au présentateur de l'époque, Chaib Hamadi, je l'appelle patron, si un jour tu as besoin d'un remplaçant, n'hésite pas. Je dis ça sur le ton quasiment de la boutade, avec un fond de vérité. Et il me dit, tiens, tu sais quoi, va demander à la directrice de l'info pour faire des essais, pour t'entraîner. C'est l'été, le studio est disponible. Et j'y vais. Et on me donne le OK. Et donc je fais des trainings. Et comme par hasard, au moment où je commence à faire des essais, il y a une des présentatrices qui s'en va, qui décide de prendre une année sabbatique. Et donc il y a un poste à pourvoir. Moi j'étais à milieu d'imaginer, en tant que jeune stagiaire débutant, tout juste sorti de l'école de journalisme, d'imaginer que j'allais pouvoir ne serait-ce que prétendre à passer les castings. Il se trouve que mes essais arrivent sur le bureau de la directrice de l'info, Samira Sitaïl, et elle décide de me mettre dans la boucle. Et donc je passe, mais vraiment j'y suis allé, rien à perdre, quoi. Je passe le casting, on était 3, deux anciens de la chaîne et moi qui venais d'arriver à l'époque, et finalement c'est moi qui suis retenu. Qui aurait pu miser sur moi, disant que en septembre 2006, j'allais pouvoir présenter le journal télévisé, si cette envie, ce désir ne m'avait pas porté avec toutes les démarches que j'ai entreprises. Je ne suis pas resté les bras croisés, j'ai envoyé des candidatures, j'ai appelé, d'ailleurs j'ai harcelé la directrice de l'info pour pouvoir avoir suite, parce qu'il m'avait donné le OK, mais après il fallait toutes les démarches administratives derrière, etc. Qui aurait pu parier là-dessus? Personne, à part le fait que, voilà, il y a quelque chose qui relève peut-être du surnaturel, mais qui est bien concret. Et c'est ce qui m'a permis d'arriver à cet objectif-là et de me retrouver à réaliser mon rêve de gamin le 25 septembre 2006. Donc voilà un peu pour la formule S égale RP puissance 3. Le S égale RP puissance 3, une question, je vais la prendre tout de suite parce que ça c'est les questions qu'on me pose souvent de Abdelkarim. Est-ce que la chance aurait été pour quelque chose? La chance, ça ne se décrète pas. La chance, ça se provoque. Et si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, dans cet éveil intellectuel et sensitif de vouloir réaliser des choses, la chance, elle peut vous passer sous le nez, vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas. C'est pour ça qu'il faut toujours, son objectif, l'avoir en tête et l'avoir à l'esprit et y penser en permanence. Parce que dès que la première occasion se présente, aussi minime soit-elle, vous êtes en mesure de la saisir. Alors que si vous n'êtes pas dans cet éveil, vous pouvez avoir une chance grosse comme une maison, vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas. Il y a des gens qui passent à côté de l'occasion de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans cette approche-là, ils ne sont pas dans cet état d'esprit. Et il y a celui qui passe juste derrière, qui rêve de ça depuis son enfance, et qui saute sur l'occasion et qui explose. Alors que le même profil l'avait entre les mains. Mais il n'était pas en éveil. La formule S égale RP puissance 3, les 3 P, au-delà de passion, persévérance et projection, ils veulent aussi dire prise de parole en public. Et ça, c'est très important. Parce que vous pouvez avoir le plus beau projet, vous pouvez avoir la meilleure idée, vous pouvez avoir la plus belle intention, si vous n'êtes pas en mesure de la défendre, de l'exprimer, de la présenter de manière intelligible, claire, structurée, ordonnée, construite, raisonnée, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, au niveau des compétences et des acquis qui doivent être les vôtres, vous qui démarrez dans l'univers professionnel ou qui démarrez un cursus académique ou qui démarrez un projet, quel que soit le stade de votre évolution, vous devez nécessairement maîtriser les fondamentaux de la prise de parole en public. Et ne me dites pas je suis timide, c'est compliqué, machin, etc. Plus timide que moi,
je pense que c'est difficile de faire mieux. Mais on se prend en main, on se prend par le col de la chemise et on se dit, il est hors de question que je me laisse inhiber par ce trait de caractère. Et c'est tout à fait normal. Tout à fait normal d'être timide. C'est tout à fait normal d'avoir peur, de craindre le regard des autres, d'avoir de l'appréhension, du stress. C'est normal, c'est légitime, c'est humain. C'est humain. Mais il faut surmonter cela. Il faut prendre le temps de se former, de suivre des cours, de regarder des tutos sur YouTube, de se générer des occasions de prendre la parole. Et générer des occasions de prendre la parole, à chaque fois qu'on me demande conseil là-dessus, ça commence par soi-même dans sa salle de bain. Mettez-vous devant votre glace ou devant votre smartphone en visio, en selfie, et exprimez-vous. Enregistrez ce que vous dites, prenez un sujet et développez-le. Votre projet, votre ambition, si vous devez vous présenter en entretien, faites l'exercice. Ça ne demande rien. Ça demande juste de l'abnégation et du sérieux. Faites-le tout seul. Enregistrez-vous et regardez-vous, parce qu'il n'y a rien de pire que de se regarder et de s'écouter. Il n'y a rien de pire. Et ça commence par là souvent. Parce qu'à partir du moment où vous êtes en mesure de vous écouter et de vous regarder, vous n'avez plus rien à craindre du regard des autres. Alors après, il faut évoluer, il y a des techniques, il y a l'apparence, il y a l'attitude, il y a la gestuelle, il y a le mouvement, il y a l'occupation de l'espace, il y a la manière de poser sa voix, il y a la manière de construire son discours, etc., etc. Tous ces éléments-là sont à votre portée. Et franchement, si j'y suis arrivé, il n'y a aucune raison, et je le dis sans aucune modestie, que vous n'y arriviez pas. Donc la prise de parole en public, c'est un élément fondamental. Je terminerai par deux citations, avant de répondre à vos questions, d'Oscar Wilde, l'auteur britannique. Certains vont me dire, oui, mais monsieur, si, admettons que je respecte tout ça, et que je me rêve, et que je fasse preuve de passion, de persévérance, de projection, etc., et qu'au final, j'arrive pas à atteindre mon rêve. Je vous dirai simplement que, quoi qu'il en soit, ça sera toujours mieux que si vous n'aviez rien fait. Parce que, comme le disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, même en cas d'échec. On retombe dans les étoiles. Et il y a une autre chose qu'il disait, que j'ai découverte récemment, une autre citation, comme quoi il n'y a pas de hasard. Il dit « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Si vous remplacez la sagesse par le succès c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. CQFD. Voilà, merci pour votre attention. CQFD, ça veut dire ce qu'il fallait démontrer, pour ceux qui ont fait des maths, ils connaissent. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Mon idole c'est Karim. Qui est-ce que j'aime bien? Oh, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les intervieweurs. La manière, leur éloquence. Et puis, il y a les avocats sont aussi très bons. Éric Dupond-Moretti, par exemple, en termes de prise de parole en public et d'éloquence, il est absolument génial. Merci Badr. Que pensez-vous de la situation économique actuelle et des opportunités après cette pandémie? Alors oui, ça, la pandémie que l'on vit, le contexte que l'on vit, je vous le disais tout à l'heure, c'est une situation que l'on va être amené à vivre de manière récurrente. Des crises comme celle-ci, à l'avenir, on va en avoir. On va en avoir. Un virus qui arrive de nulle part, alors on ne sait pas, c'est une chauve-souris, il est sorti d'un laboratoire secret, ceci, cela.
ce genre de situation, si ce n'est pas un virus, ça sera un truc qui va nous péter à la gueule, on va en avoir de plus en plus. Ce qu'il faut pour ne pas subir la contrainte, c'est faire en sorte d'être le plus autonome possible. Faire en sorte d'avoir autour de soi un environnement, des situations qui vous permettent, même si il y a une catastrophe qui arrive, même si on est obligé de rester à la maison, même si on ne peut plus se déplacer, eh ben on arrive à produire, à faire, à réaliser, à avancer, à travailler. Et par exemple, nous, la contrainte, elle s'est posée. À 2M, je faisais Continental. Du jour au lendemain, on rentre chez nous et avec l'équipe, on fait Conti Faddar. Pareil, journal sur l'Afrique par rapport au Covid-19 et on produit tout ça de la maison. Et j'enregistre avec le fond là, qui est derrière moi, qui me sert de fond pour enregistrer, qui est en fait juste une bâche. Et avec le téléphone que j'utilise d'ailleurs pour vous parler, et les collègues, journalistes, etc., montent de chez eux et on travaille en vase clos. Et je vous le disais tout à l'heure, Facebook et Google vont faire pareil, qui sont parmi les plus grosses boîtes, et ce n'est les plus grosses boîtes de la planète. Donc il faut aujourd'hui, avec tous les éléments dont je vous ai parlé, la formule S égale RP puissance 3, pouvoir générer autour de soi un environnement, je cherche le terme exact, un écosystème qui vous permette d'être autonome et de pouvoir continuer à produire du contenu, des produits, des machines, des ceci, des cela. Voilà. Regardez la France. Il suffit que la Chine s'est enrhumée, la France est tombée malade. Ça y est, plus de possibilité d'importer des médicaments, plus de possibilité d'avoir de masques, de respirateurs, etc., etc. Et donc maintenant, ce sont des pays qui sont en train de revoir complètement leur manière de faire et de faire en sorte de pouvoir être autonomes. Ben, ce que les pays sont en train de faire, il faut que nous soyons en mesure aujourd'hui de le faire, parce que des crises comme celle-ci, encore une fois, on va en vivre. On va en vivre beaucoup d'autres. Alors, Aziz, le secret de ma réussite en résumé, moi je lâche rien. Moi je lâche rien et Dieu sait que j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit tu n'y arriveras pas. Et les tu n'y arriveras pas, pour moi, c'est une source d'énergie qui est juste phénoménale. Voilà. J'adore quand on me dit que je ne vais pas y arriver. J'adore quand on mise sur moi en disant que je vais me casser la gueule. C'est la meilleure manière de montrer à la personne en question qu'elle a tort. Alors, Walid, les 3 P, passion, persévérance et projection. Ouais, donc les réponses ont été données. Hicham, comment améliorer l'écoute active? Franchement, je n'ai pas de réponse à ça. Il faut essayer de puiser dans tout ce qu'on entend et dans tout ce qu'on nous dit, d'être vraiment une éponge et de puiser des choses qui vont nous être utiles. Et on ne peut puiser des choses qui vont nous être utiles que si on sait ce que l'on veut faire, que si on sait où est-ce qu'on veut aller, quel est notre projet. À choisir entre le JT de TF1 et celui de 2M, en toute honnêteté, tu choisirais lequel? 2M, sans hésitation. Sans hésitation, ça c'est Abdel Ghaffar qui me demande ça. Le digital vient de gagner une place primordiale maintenant. Oui, je suis absolument d'accord. Aujourd'hui, quelle que soit l'activité, quel que soit le domaine, qu'on soit dans l'industrie, qu'on soit dans le pharmaceutique, qu'on soit dans les médias a fortiori, ça passe par le digital. Il faut se faire une place sur le digital si on veut continuer à exister. Pour développer une carrière dans une entreprise. Le plan d'action efficience, est-ce qu'on peut avoir sous PDF R égale... Alors, Driss, plan d'action efficience, c'est à vous de l'établir. C'est à vous de vous créer des étapes. Dans un plan d'action, ce qu'il faut, c'est, moi je le résume comme ça, c'est penser le long terme à court terme. Penser le long terme à court terme. Penser le long terme à court terme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir toujours en tête l'objectif final ou semi-final, mais au quotidien,
construire des petits pas, des petites briques qui vous permettent de vous rapprocher. Chaque jour, montez une marche pour gravir les échelons qui vous séparent de l'objectif qui est le vôtre. On me demande le S égale RP puissance 3 en PDF. Alors, il va exister sous forme de livre. Voilà, il y a un livre une espèce de manuel que je vais sortir, sur lequel j'ai déjà commencé à travailler, qui s'appellera S égale RP puissance 3 et qui sera vendu, accessible à un tarif très abordable. Voilà, donc ça va arriver, Inch'Allah, si c'est pas peut-être fin 2020, début 2021. Il me faut le temps de finaliser tous les écrits sur lesquels je suis. Nous voulons votre page. La communauté a désespérément besoin de gens positifs comme vous. C'est très gentil, Khalid. Moi, vous me trouvez sur Facebook, avec mon nom et mon prénom, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Il n'y a pas de problème. Je suis accessible et joignable. Comment peut-on faire face à une situation marquée par une absence totale de motivation? La motivation, on la génère. Je veux dire, il n'y a personne qui peut faire ça à votre place. Si ce n'est pas vous qui en êtes la source, il n'y a personne qui peut. La motivation, elle ne s'achète ni en supermarché, elle ne se prend pas en médicaments, ni en seringue, ni quoi que ce soit. C'est ce travail-là, et qui est un travail qui doit se faire en amont et au quotidien. Là, le succès de toute démarche, elle réside dans deux choses qui sont préalables. Première chose, c'est la préparation. Si vous ne préparez pas votre projet, si vous ne préparez pas votre prise de parole, votre examen, votre entretien, votre présentation, ce que vous voulez, si vous ne préparez pas, vous allez au casse-pipe. Vous allez échouer. Ça, c'est sûr. Sûr. Même si vous croyez avoir des facilités. Même si vous... Ça, c'est la grande spécialité des politiques. Et notamment de certains de nos politiques marocains. Ils vont dans les médias et ils croient que parce qu'ils sont responsables politiques, c'est vendu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se plantent. Et même dans des situations de crise comme celle qu'on vit aujourd'hui, ils se plantent. Des grands responsables politiques, qui sont même parfois hommes d'affaires en plus, ils se plantent. Pourquoi? Parce qu'ils ne préparent pas leur intervention. Parce qu'ils croient que c'est vendu à partir du moment où il y aura écrit en synthé lors de leur passage « Flan, fartlan, wazir, ou là, ceci ou là, cela ». Non. Qui que vous soyez, quel que soit le domaine dans lequel vous allez intervenir, quelle que soit l'expérience, l'expertise, le savoir-faire, votre parcours, votre nom, votre fortune, vous ne pourrez pas réussir si vous ne préparez pas. Hadi l'oula. Tani haja, la réussite d'un projet, elle se construit, j'allais dire jour après jour. C'est même pas jour après jour, c'est minute après minute. Minute après minute. C'est comme la goutte d'eau qui tombe de manière régulière, toutes les secondes. Cette goutte d'eau qui a l'air de rien, elle est capable, à la longue, avec le temps, de fendre la roche. Cette goutte d'eau que l'on croit fragile, inutile, le fait qu'elle tombe en permanence sur le même point, seconde après seconde, à force, avec le temps, elle fend la roche. Eh bien, vous êtes cette goutte d'eau. Parce que votre projet ne réussira pas du jour au lendemain. Moi, je vous ai dit 18 ans que je rêve d'être présentateur. Et même si ça a pu paraître comme un succès instantané, ça ne l'a pas été, ça ne l'a jamais été et ça ne le sera jamais. Parce qu'il y a eu le premier JT et il a fallu assurer le deuxième, le troisième jusqu'au 2000e. Et les 2000 JT que j'ai présentés, eh ben, parfois j'étais pas super en forme, mais j'avais toujours cette préoccupation de devoir faire au mieux. Et ça a été pareil ensuite quand je suis passé à la présentation d'une émission, quand je fais de la radio, quand j'écris, quand je fais des lives sur Instagram ou avec vous. Là, ce que je vous ai dit, je le connais par cœur. Je sais de quoi je parle. C'est une présentation que j'ai l'habitude de faire avec différentes variantes et je m'adapte au public, etc. Mais je prends le temps de préparer. Je prends le temps de préparer. Même si je connais par cœur ce que j'ai à vous dire.
Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Préparation et régularité. C'est la seule manière. Et après, il y a tout le reste qui arrive ensuite. Mais si vous n'avez pas ces deux préalables, c'est foutu. Merci Abdel Karim. Puisqu'on vous aime, on va vous dire que vous n'y arriverez pas. Je sais que vous ne le pensez pas. C'est gentil en tout cas. L'imaginaire, le rêveur, absolument. Aziz, quel est l'indicateur qui fait qu'on sait que l'on est aligné avec son objectif? On le sent. Et même si on se trompe, c'est pas grave. Parce que le fait de voir grand et d'y aller petit à petit, le fait de créer plusieurs étapes intermédiaires, même si vous vous trompez sur une des petites étapes intermédiaires, vous avez de recul nécessaire pour corriger et modifier ce qu'il y a à modifier sans que ça ne mette en branle et que ça ne fasse s'effondrer tout l'édifice. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut avoir du recul. Il faut voir loin ce vers quoi on veut tendre. Et ça nous laisse de la marge pour que si on se rend compte que là, on n'est pas exactement aligné, ben hop, on a toute la latitude pour s'aligner avant d'être confronté à la limite ou de passer à côté, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre du recul et travailler à la longue et au quotidien. Houda, l'intelligence émotionnelle, honnêtement je ne suis pas un spécialiste. Comment peut-on être intelligent émotionnellement dans l'entreprise, dans notre quotidien avec les gens? C'est en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. Il faut être animé par une démarche, par un objectif, par un but et être bienveillant. Moi je pense que le terme, en fait, ce qui nous manque aujourd'hui et dans le contexte marocain aussi, et peut-être un peu plus qu'ailleurs, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance. Il faut être bienveillant avec les autres. Et il faut que les autres soient bienveillants avec vous. Et je pense que l'un des grands avantages de cette crise dramatique que l'on vit mondialement et que l'on est en train de vivre aussi au Maroc, alhamdoulilah, avec une mesure catastrophique bien moindre par rapport à d'autres pays dits développés, j'espère que l'avantage, ça va être ça. Ça va être de pousser les gens à faire preuve de bienveillance. On manque de bienveillance. Et en étant bienveillant avec les autres, ça ne veut pas dire être naïf, ça ne veut pas dire être gentillet, non, ça veut être bienveillant. Il y a des gens qui méritent la bienveillance. Et c'est comme la foi. On suppose qu'on est de bonne foi, donc on suppose que les gens méritent votre bienveillance. S'ils se comportent de manière inadéquate avec votre bienveillance, là on change de comportement. Mais soyons bienveillants les uns avec les autres. Je pense qu'on va tous y gagner. Ça peut paraître un peu cucul à praline ce que je vous dis, mais je vous assure que ça n'est pas tant que ça. Parler de bienveillance, là je vois un commentaire, les mecs qui ont absolument rien à faire ici et qui viennent quand même mettre leur grain de zizanie, moi. Samir, pour l'écriture, je vais prendre encore 2-3 questions. Samir, pour l'écriture, conseil d'écriture, et notamment de longs écrits comme des romans, il faut avoir une idée en tête, il faut être en mesure de résumer cette idée-là en 2 phrases, et puis surtout faire un plan. Il faut qu'avant de commencer à rédiger, à écrire, que vous ayez un plan hyper détaillé, séquence par séquence quasiment, de ce que vous allez raconter, pour pouvoir ensuite le rédiger. Ma marge de liberté dans une structure étatique, elle est totale. Ma marge de liberté, c'est comme dans toute entreprise, qu'elle soit une structure étatique ou une structure privée. Quand vous arrivez dans une entreprise,
Il y a des règles à respecter, il y a, nous, dans notre domaine, ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Voilà, soit vous l'acceptez, soit vous ne l'acceptez pas, et vous avez ensuite toute la marge de manœuvre pour. Après, il faut être intelligent. Dernière question. L'estime de soi, Sheyma. Selon vous, comment peut-on développer notre estime de soi? Je pense, déjà, il faut se faire confiance. Parce qu'on ne va pas commencer à... Il y a assez de personnes qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues, pour ne pas vous en mettre vous-même. Après, il ne faut pas tomber dans l'excès de confiance et dans l'excès d'amour-propre. Cette confiance, vous allez la renforcer et la consolider en réalisant des choses et en remportant des succès dans ce que vous réalisez. Voilà, ça c'est quelque chose d'important pour consolider la confiance. Et il y a autre chose qui va vous donner confiance, c'est le fait d'être bien armé. Les armes, c'est quoi? Les armes, c'est la connaissance. C'est tout ce que vous allez pouvoir engranger et qui va vous permettre d'être bien équipé pour affronter ce que vous avez à affronter dans votre domaine et même dans d'autres domaines. La force, la puissance, les munitions pour tout un chacun, c'est le savoir, c'est la connaissance. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, il faut être curieux. Il faut être très curieux. Il faut apprendre. Il faut essayer de découvrir.